de grains, il n'y a pas de fête. Donc c'est le repos. Et je dois dire que assister à de telles cérémonies, ça fait toujours plaisir. Mesdames et messieurs, les officiels et les récipiendaires ici présents, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et messieurs, les cadres de la haute administration de l'État, chers invités, il m'est particulièrement agréable de présider la cérémonie de la décoration nationale au titre de l'année 2023. À l'intention des brillants et valeureux cadres civils et militaires relevant de la présidence de la République, de la primature, des institutions de la République et des départements ministériels. L'Ordre national du Mali, faut-il le rappeler, est une distinction honorifique créée en 1963. Il est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par des mérites exceptionnels, une fidélité continue dans l'accomplissement des services civils ou militaires au profit de la nation. C'est cela qui explique la solennité de l'événement qui nous réunit ce jour, lundi 29 janvier 2024. Certes, il s'agit de respecter une tradition républicaine, mais la cérémonie de cette année revêt une importance particulière. En effet, elle symbolise la reconnaissance de la nation dans le contexte de l'avènement du Mali nouveau, conformément aux trois principes. Avant, certains disaient que c'était dicté par le président, d'autres disaient que c'est le gouvernement, d'autres disaient que c'est le Premier ministre. Mais aujourd'hui, ces principes sont constitutionnalisés dans l'article 34 de la Constitution promulgué par le président le 22 juillet 2023, à savoir le respect absolu de la souveraineté de l'État malien, le respect des choix souverains et stratégiques du peuple malien et la défense obstinée de ses intérêts. La cérémonie traduit également la place privilégiée occupée par les ressources humaines dans la vision politique du président de la transition, qui a fait du capital humain un axe majeur pour l'émergence de notre pays dans un proche avenir. Chers frères et sœurs, en Afrique c'est comme ça qu'on dit, parce que presque tout le monde ici est frères et sœurs, et les frères et sœurs on ne les choisit pas. Hein? Absolument. On choisit les amis. Mais les frères et sœurs, c'est votre père et votre mère et Dieu qui décident. Donc vous êtes tous mes frères et sœurs. Au regard de vos parcours professionnels et de vos qualités humaines, j'ai pu vous assurer que vous répondez tout à fait aux critères qui ont présidé à votre distinction. Permettez-moi au nom du président de la transition, chef de l'État, de rendre un hommage mérité à chacun et à chacune d'entre vous pour votre engagement au service de l'État dans un contexte particulier du dessein de notre nation. Mesdames et messieurs, le gouvernement que j'ai l'honneur de présider sous la haute conduite du président de la transition est arrivé à la tête du Mali à un moment très particulier, où notre pays était divisé en réalité, pour plusieurs raisons. Des raisons politiques, des raisons idéologiques, des raisons stratégiques, des raisons militaires. En un mot, la case Mali brûlait en 2021. Quand une case brûle, les enfants ne se mettent pas à demander qui a mis le feu. Sinon, elle finira par se consumer. Il s'agissait en ce moment précis, avec ceux qui comprenaient et qui étaient décidés, de s'engager à éteindre le feu. Il ne reste pas beaucoup de temps pour s'expliquer. Ça donnait l'impression à certains qu'ils étaient méprisés, qu'on ne les écoutait pas, mais c'est un choix qu'il fallait faire. C'est un choix stratégique, historique et politique, parce que c'est la vie du Mali qu'il s'agissait. Et en ce moment, il fallait trancher, et ça a été tranché.
Et je vous assure que lorsque le président de la transition m'a interrogé, quitte des assises nationales de la transition, j'ai dit, Monsieur le Président, les assises nationales de la transition, de la refondation, vont constituer un véritable nouveau départ pour notre peuple. Pendant tout ce temps, on s'est posé des questions, on a eu des chefs d'État, on a résolu plus ou moins les problèmes, mais il y a une question fondamentale. Il faut que le Mali soit debout et pour toujours. Et pour cela, il faut que vous preniez des décisions graves qui vont impacter sur plusieurs décennies l'histoire de notre pays. Vous avez aujourd'hui la légitimité historique et politique nécessaire. Vous avez un peuple qui n'attend qu'être dirigé dans le bon sens. Il faut qu'on l'écoute. Qu'est-ce qu'il veut en plus que votre compréhension, celle de ceux qui sont d'accord avec vous? Quelle est la compréhension des autres Maliens? C'est ainsi que le président a tranché. Il a décidé que les assises nationales de la refondation vont se tenir. Et aujourd'hui, vous remarquerez, toutes les grandes décisions que nous prenons, tous les grands choix prennent comme origine les résolutions des assises nationales de la transition, de la refondation. Parce que c'est pendant ces assises que les Maliens, plus que jamais dans leur histoire, des coins les plus reculés, sont venus à Bamako. Pour la première fois, sans per diem, 2 milliards 400 millions ont été économisés par le gouvernement. Parce que d'habitude, on donnait des per diem. Mais cette fois-ci, nous avons pris le courage de leur dire que le Mali est dans une situation difficile. Et les Maliens ont fait preuve de compréhension. Nous avons obtenu les résolutions, de notre point de vue, les plus légitimes et qui prenaient en compte toutes les préoccupations du Mali. Je reviendrai là-dessus. Vous savez, pendant cette période, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites. Il y a beaucoup de couleuvres qu'il fallait avaler. Parce qu'on avait un objectif. Il était clair pour nous que l'avenir du Mali était compromis. Tout ce que vous entendez là, les discours là, les partenaires au développement, les forces internationales, les conférences, c'était en attendant le réveil brutal dans 20-30 ans, lorsque toute génération va disparaître. Viendront des jeunes qui connaissent peu de l'histoire. Ils vont vivre au quotidien. Il y aura une élite qui va bien vivre. Elle va voyager. Elle aura des passeports. Elle aura ce qu'elle veut. Mais la grande masse va continuer toujours à avoir dans la tête qu'elle est pauvre, qu'elle est sous-développée, qu'elle ne peut pas aller de l'avant. C'est une nouvelle phase en réalité de la recolonisation de l'Afrique qui était en marche. Tout le reste, démocratie, élection, terrorisme, ça c'est de la poudre aux yeux. Il fallait avoir une lecture lucide, une lecture historique, une lecture dialectique et tranchée. Une fois qu'on tranche, on va s'asseoir pour parler. Et on a tranché le 14 novembre, lorsque l'armée malienne a pris Kidal. Ce jour-là, beaucoup ne comprennent pas. C'est un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas comme tous les autres jours. Et c'est pour cela que j'ai dit au milieu de la refondation, le 14 novembre, il faut commencer à le préparer dès maintenant. Parce que ce jour-là, en réalité, pour ceux qui connaissent l'histoire de la guerre, c'est exactement, bien à peu près, lorsque l'Allemagne hitlérienne a perdu aux portes de la Russie, en 1942. Depuis ce moment, ils ne sont jamais remis jusqu'à la défaite finale. Avant ça, ils n'ont jamais été défaits. Vous savez, pour l'histoire, lorsque Hitler menaçait toute l'Europe, tout le monde venait à plat ventre signer des pactes. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre est allé signer un pacte de paix avec l'Allemagne. Lorsqu'il est rentré, toute la population anglaise est sortie pour l'applaudir. Il y a un homme qui a dit faites attention. Vous avez voulu la paix, vous avez signé, pour éviter la guerre, vous êtes allé signer un pacte de la honte. Tôt ou tard,
vous aurez et la guerre et la honte. Ce jour-là, il était seul. C'est Winston Churchill. Quelques années après, quand l'Allemagne est tombée sur l'Angleterre, tout le monde était abasourdi. La reine est allée le chercher. Et c'est lui qui a conduit l'Angleterre à la victoire. Je vous ai rappelé ça tout simplement pour que vous compreniez que souvent, ce n'est pas toujours dans les débats démocratiques qu'on comprend l'essentiel des problèmes. Ils sont souvent masqués, cachés. Les citoyens ne voient pas la vérité. Ce que je vous ai dit, il était prévu la disparition de l'État malien sur 20-30 ans. Tout le reste, c'est des discours politiciens. Et pour aboutir à cela, on crée les conditions. Dévaloriser notre armée. Moi, j'ai plein d'écrits d'officiers généraux extérieurs qui se moquaient des militaires maliens. Oui, leur rêve, c'est d'être un général milliardaire. Leur rêve, c'est d'avoir ceci, cela. Ou des hommes politiques qu'on a manipulé les cerveaux, qui vont s'asseoir pour dire, oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Dès que vous tirez, il fuit comme des lapins. Il y a même des pays où on a même inventé, il paraît, une moto qui roulait tellement vite qu'on l'appelait l'armée malienne. Et il y avait des hommes politiques ici qui prétendaient diriger le Mali un jour, qui avaient des anecdotes. Au Mali, il n'y a pas d'armée. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. En réalité, ce qu'on ne comprend pas, c'est un complexe concret chez nous. Parce qu'un peuple, quand tu ne respectes pas ton armée, tu as vocation à être dominé. Deuxièmement, toutes les grandes nations que vous voyez là, elles se sont construites à partir du modèle militaire. Le patriotisme, l'organisation et la discipline. Toutes ces grandes nations, quand vous les regardez, à des tournants cruciaux de leur histoire, c'est des militaires qui les ont sortis du trou. L'Allemagne, les États-Unis, ils ont avoir le système général, après la Seconde Guerre mondiale. Avant le général Washington, c'était militaire. La France, les deux hommes les plus célèbres dans leur histoire, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Aucun d'entre eux n'est venu par élection. Winston Churchill, c'est des militaires. Staline, c'était un civil, mais finalement, on l'a habillé, il est devenu généralissimus. Mao était militaire. Nulle part, pendant les grands tournants, on a tourné le dos à l'armée. On a voulu nous faire croire des intellectuels qui ont des gros diplômes, qu'ils appellent les cultures Wikipédia. Là. Ils ne connaissent que ce qu'il y a sur Internet. Dès que vous partez à 40 ans avant, ils ne connaissent rien. C'est eux qui nous forment l'opinion. Dévaloriser les militaires. Un. Deuxièmement, créer une oligarchie. À peu près 1000-2000 personnes. Militaires, civils, agents de renseignement, juges, politiciens, richards, tous ceux qui ont les moyens. Ils deviennent les interlocuteurs de l'étranger. C'est avec eux qu'on discute. C'est entre eux qu'on choisit qui dirige, qui est où, qui doit avoir droit à un passeport, à 2 passeports, à 3, à 4. Parce que quand vous les avez, vous avez le pays. Le reste des citoyens vont continuer à leur dire qu'ils sont pauvres. Leurs enfants vont grandir avec le complexe qu'ils sont issus d'un pays pauvre. Mais quand vous partez ailleurs, pour ceux qui vont en Amérique, le petit Américain, depuis le bas âge, on lui apprend qu'ils sont les meilleurs dans le monde. Ceux qui ont fait la Russie, ils savent comment on cultive le patriotisme chez les enfants, dès le bas âge. Mais en Afrique, on n'a pas de militaire. Et tu cherches ta bourse, tu vas à l'extérieur. Et l'oligarchie qui est là, c'est elle qui forme tout. Toute personne qui ne se reconnaît pas là-dedans, on le brise. Si c'est militaire, on le menace. Et quand sa menace ne part pas, on le dit qu'il a voulu faire un coup d'État. Ça, c'est l'arme atomique pour le neutraliser. Quand c'est un politicien, on l'invite quelque part, on lui donne des valises d'argent. Pendant que les gens meurent dans son village, il vient prendre un micro. Quand il a 1 milliard, il prend 100 millions. Il vient dans un meeting, il dit qu'il veut aller aux élections.
On distribue, les crieurs publics là, on les paye bien. Mais lui, il ne peut pas aller chez lui, parce que chez lui, il y a la guerre. Bon, son problème, ce n'est pas ça, ce sont ces sous-là. Quand ces élections se tiennent, il fait ce qu'il veut après. Donc, il y avait une catégorie de personnes choisies, organisées sur la durée, dont la vocation c'était de prendre l'Afrique et le peuple malien en otage. Et vous ne pouvez pas venir devant ce monde-là, leur dire quelles étaient vos intentions. C'est pour que tout le monde s'élève, on fait les élections dans 2-3 mois. En 30 ans, on a fait 3-4 coups d'État. La raison principale, c'est l'insécurité. On n'a pas résolu l'insécurité, on veut élire quelqu'un d'autre. Mais c'est pour avoir un prochain coup d'État. De coup d'État en coup d'État, la nation va se désintégrer. Pendant ce temps, dans l'oligarchie, on a choisi des gens bien installés, dans des postes stratégiques. L'administration, l'armée, la justice, les partis, sur le territoire national. On crée des ONG. Il y a une ONG qu'on a dissous récemment qui s'appelle Solissa. Une ONG créée pour fonctionner dans les régions de Koulikoro, Bougouni, ainsi de suite, jusqu'à Tombouctou, qui s'occupe des actions de construire des puits, des forages. On découvre que cette association, dont l'Assemblée générale constitutive où des félicitations ont été tenues dans un lieu que nous avons identifié, elle a des relais à Kidal. Elle s'occupe là-bas de l'action humanitaire. Et quand vous dites l'humanitaire à Kidal, vous n'allez pas dire non, ça ne fait pas partie de ces missions. L'argent qui vient, il y a un réseau, c'est transféré là-bas. Et il y a une bonne partie qui est transférée à un monsieur que nous avons identifié, qui est très vocal dans les réseaux, qui est un grand appui du pouvoir public. Même la transition, là, il fait partie de ceux qui nous soutiennent. J'ai dit attention, il y a soutien et soutien. Et voilà ce monsieur qui centralise les fonds et les disperse. Un directeur de société civile de ONG qui veut travailler pour les populations. On trouve des bandits, on l'élimine. On les oblige, tous ceux qui sont dans sa zone, à se référer à ce groupe, verser l'argent. Et à travers ça, on irrigue les mouvements terroristes. On a découvert tout ça. Si on s'était précipité pour faire les élections en juin 2021, vous l'avez qu'on a découvert. Mais aujourd'hui, grâce à la perspicacité du président, la vigilance de ceux qui sont autour de lui, sa façon de s'organiser, nous sommes en train de détricoter pièce par pièce cette machine infernale qui était destinée à nous soumettre. Ces histoires de Takuba, c'était du bidon. C'était destiné à faire de la région de Menaka le centre d'entraînement des forces spéciales de certaines forces de l'Union européenne. Rien d'autre. Et le gouvernement malien ne pouvait pas y aller. Quand on veut y aller, on dit non, vous ne pouvez pas venir. Ça, c'est le lieu d'entraînement doctrine de Takuba sur nos territoires. Nous avons demandé un jour, mais comment vous êtes venus? Ils disent que l'ancien régime leur a donné un papier. Mais un papier, ça ne suffit pas. Quand vous voulez en France, si votre parent vous donne un papier, après il vous faut le visa. Le visa, c'est le gouvernement qui doit donner. Vos opérations militaires, il faut que l'armée malienne les donne. Quelle armée a donné? Celui qui vous a donné, il n'est plus là. C'est une autre personne qui est là aujourd'hui. Donc on n'a pas de visa. Vous n'avez pas de visa, on a dit, prenez vos bagages et rentrez chez vous. Le balaba là qui les a fait venir, leur a dit de ne pas partir. On avait des demandes du Danemark, des demandes de l'Espagne, des demandes de la Hongrie. Nous les avons mis dans les tiroirs pour étudier. Entre-temps, les balabala a dit à quelqu'un au Danois d'aller. Ils sont venus s'installer, on leur a demandé, mais où est votre visa? Ils n'ont pas de visa, on a dit, mais dégagez de notre pays. C'est lui qui vous a fait venir là, il n'est plus là aujourd'hui. Hein. N'ayant pas de visa, leur parlement a été obligé de leur dire, mais s'ils ne veulent pas que vous restiez dans leur pays, il faut rentrer. Ils ont plié bagages. Parce qu'ils sont venus de façon illégale. Et celui qui les a fait amener, nous les connaissons, ils prennent de l'argent avec les autres, comme dans les marchés, ils mettent dans sa poche et puis on envoie chez ce territoire-là. Donc, Menaka allait être transformé en un vaste chantier d'entraînement des forces spéciales des pays de l'Union européenne. Rien d'autre.
avec un symbole Takuba, vous savez ce que ça veut dire? Pour les soreilles et les tamashek, c'est le sabre pour diviser. On est venu, on leur a dit de partir. On leur dit ensuite les G5 Sahel. Ce machin-là, qui l'a créé? 5 pays du Sahel. Burkina, Niger, Tchad, Mali, Mauritanie. Nous payons 400 millions par an de cotisations. Qu'est-ce qu'on constate? Un sommet doit se tenir, il y a une présidente tournante. Il y a un président d'un pays extra-africain qui dit non, le président du Mali, là, on ne peut pas se réunir chez lui, c'est un militaire, en oubliant son histoire, qui est venu sans élection. On nous fait trimballer. Le président de la transition a tranché. Il a donné et les dates et le jour, le moment de la tenue. Passé cette date-là, nous l'avons dit de quitter. On est sorti du G5 Sahel. On a économisé au moins nos 400 millions qu'on donnait pour ne rien faire. Mais ce qui est plus grave, moi je me suis rendu compte bien avant d'être Premier ministre, bien sûr, parce que tout ça, c'est pas venu du hasard. Hein. La réalité, c'est qu'il y a quelqu'un qui va collecter de l'argent chez ceux qui ont de l'argent au nom du G5 Sahel. Une fois qu'il a l'argent, il prend un peu, il maquille ses vieux équipements, on donne à nos militaires. Le reste de l'argent, il empoche. Des appareils font des accidents en route. J'ai parlé avec un Nigérien. C'est un appareil apparemment neuf qui est tombé en panne, qui a sectionné les pieds, une partie du militaire. En réalité, c'est des vieux équipements, c'était pour nous tromper. Les militaires qui osent dire qu'ils n'est pas d'accord, comme je l'ai vu, ils ont des armes chimiques totales et l'arme fatale. Pour l'éliminer, vous savez comment il faut. C'est ça les G5 Sahel. Ça n'apporte rien. Valeur ajoutée zéro. Nous leur avons dit de partir. On nous a, les gens ont dit, mais est-ce qu'il peut partir? Nous, Malibeke, Mimbe Balouka, Balou Mimbe Saoukasa. Mais on ne va plus continuer. On est remonté d'un cran. On a dit Barkhane, prenez vos bagages et quittez. On a dit non, ça c'est fini pour le Mali. Certains se sont réorganisés pour faire un affrontement avec nos militaires. Faire comme certains ont fait dans certains pays, ça va devenir une guerre entre l'armée malienne et eux. Et les supérieurs militaires aidants, ils vont nous détruire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que sous la conduite du président de la transition, ce n'est pas seulement les militaires qui réfléchissent. Le sort de notre pays, c'est chacun d'entre vous, je reviendrai là-dessus. C'est la société civile politique de Gao qui s'est levée pour dire à ces messieurs-là de quitter notre pays. Ils ont fui la nuit. C'est arrivé à Labzanga qu'ils ont téléphoné pour dire qu'ils ont quitté. Il n'y a pas eu de passation là-bas. Chez Moulika Bafankao, ou Boranga Djamanakone, il n'y a rien eu. Ils avaient la base la plus forte. Ce n'était pas prévu qu'ils quittent le Mali un jour. Nous l'avons pris. Le Mali n'a pas disparu. Il fallait continuer à détricoter cette chemise malsaine. Nous avons décidé d'attaquer l'aménagement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on nous trompait. On donnait de l'argent aux gens, au centre du Mali. L'aménagement n'était pas prévu pour être au centre. On a amené le mal au centre pour qu'on oublie le nord. Il y avait déjà les attributs d'un État, des mouvements avec des papiers en tête, qui vendent des terrains, qui ont des écoles, qui ont des prisons. Des milliers de personnes quittent le Tchad, ils quittent le Soudan, ils viennent, on exploite l'or pendant 10 ans. Où va l'or? Ça va là, vous pouvez deviner. Une partie est venue redistribuer à l'oligarchie à Bamako pour maintenir cette chape de plomb sur notre peuple. Tous ceux qui parlent, on te corrompt, on t'intimide, vous savez la suite, que vous finissez par rendre. C'est ce qu'ils ont appris pour notre pays. Et tous ces gens que vous voyez crier là, un à un, ils ont leur dossier ici. Si vous les voyez, vous vous demandez, est-ce que quelqu'un comme ça peut parler dans un pays? Les militaires meurent, on les met dans les fosses communes. Celui qui a empoché cet argent-là, il se cravate, il met des grosses lunettes, il sort d'un avion, il menace les Maliens, et tout le monde a peur de lui. On dit c'est les dirigeants politiques.
On veut construire. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Des politiques sont devenus des hommes d'affaires, faisant la concurrence déloyale aux véritables hommes d'affaires. Mais certains hommes d'affaires ont dit, si c'est ça, il faut que je fasse la politique aussi. Parce que lorsque quelque chose qui coûte 1 milliard, vous le donnez entre vous politiques à 1 million. Mais un opérateur qui vient, il va dire qu'il lui aussi va être politique, peut-être qu'il aura au moins 500 000. Dans 5 ans, il va être parmi l'oligarchie. Et les grands patrons, là, ils ont eu ce qu'ils veulent. Donc au Mali, on s'est trouvé. Machidi Dioyoyora là. Les hommes d'affaires font la politique, les politiques font les hommes d'affaires, les militaires font les affaires. Tout a mélangé dans le pays. Le président, dès qu'il est venu, il nous dit chaque fois, Beki Dioyoyora là. Non, vous croyez que vous allez même pas aller délibérer qui date? Moi, je vais faire des grands meetings à la porte, mais quand il y a des coups de foudre là, moi, je vais rentrer sous le lit. Hein. Mais si tu amènes un soldat brave qui s'est dédié à ça, ils l'ont montré. On a tout détricoté, on a pris Kidal. Si ça n'existait pas, on a fait des beaux meetings à Bamako, ça ne servirait à rien. Et c'est pour cela que beaucoup auront compris. Depuis au moins 6 mois, dans tous mes discours, je ne parle que de l'histoire. Et donner confiance aux militaires. J'ai dit à tout le monde qu'on va perdre des batailles, mais on va gagner la guerre. Parce que Kidal était dans l'esprit de l'équipe de Assimi Goïta. Et les rôles ont été partagés. L'armée a joué à merveille son rôle. Il y a des débats politiques qu'il y avait. Moi, je ne m'étais jamais mis là-dedans. Parce que j'ai dit à tout le monde, je préfère vous le dire ici, parce que je l'ai dit dans des réunions, je l'ai dit dans des salles, je sais que ça va partir. Quand j'ai été nommé Premier ministre, la première des choses que j'ai fait, j'ai signé l'ordre de mission du ministre de la Défense, qu'on empêchait de sortir aller à Moscou. La deuxième décision, il y a un partenaire avec lequel je parlais depuis des années. La mort dans l'âme, je lui ai dit qu'un jour il y aura des patriotes qui vont nous sauver. Je l'ai appelé seul, j'ai fermé mon bureau. J'ai dit maintenant, on a une chance qui est peut-être la dernière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces militaires-là réussissent? Parce qu'avec l'arme seulement, ils ne pourront pas réussir. Il faut créer un mouvement général de soutien, de les mettre en confiance. Organisons-nous pour cela. On ne leur dira rien. Eux-mêmes, ils vont sentir qu'on n'est pas venu chercher des places. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon frère, tu sais, je crois que tu es en train de rêver. Moi, on m'a dit depuis 2016 de ne pas nous tuer pour rien. Il faut préserver nos vies. Parce qu'il se bagarrait en ce moment à Menaka. Quel responsable lui a dit, vous savez, ce qu'il y a dans le sous-sol de Menaka, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc Menaka là, ne va jamais revenir au Mali. Un groupe va faire son mandat, l'autre va venir, d'ici 30, 40, 50 ans, toutes ces générations qui se disent nationalistes, ça va disparaître. On aura des jeunes bons vivants qui seraient dans les voyages. Et nous avons eu la chance, dans l'armée, ces secrétaires de moins de 50 ans. Moi, je ne suis pas sûr qu'on en trouverait dans la classe politique. Qui ont compris, pas dans les livres d'histoire, ils ont été, toutes les trahisons, les coups bas, les doubles langages, les fricotages avec l'extérieur, ils l'ont vu, ils l'ont vécu la mort dans l'âme. Mais seuls, ils ne pouvaient rien. J'ai dit à ce monsieur-là, si ces militaires-là échouent, moi je préfère ne plus faire de la politique. Parce que il y a un sens dans une lutte politique. Si tu es sûr qu'on ne pourra plus reprendre Menaka, moi je te comprends. Ayaka Minauta, il est sorti de chez moi. Je ne l'ai plus jamais appelé jusqu'aujourd'hui. À partir de ce moment, j'ai dit à mes proches, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Au risque d'être un éternel incompris. Les militaires veulent réussir. Mobilisons autour d'eux ceux qui vont restituer au Mali ce qu'on appelait son honneur et sa dignité. Et l'armée l'a fait de façon magistrale le 14 novembre 2023. Sous la direction du chef suprême des armées, du ministre de la Défense, des chefs militaires
et des soldats qui se sacrifient sur le terrain. Lorsqu'on a pris Kidal, mon discours a changé un peu. On a mis un peu d'eau dans les Nyamakoudji là. J'ai dit aux gens que la case brûlait. Maintenant, l'armée a éteint le feu. Ça, c'est la partie guerre. Mais l'appel, on ne peut pas gagner en quelque temps. L'appel, c'est tout le monde ou rien. Donc maintenant, il faut ouvrir les bras à tout le monde. Même ceux qui ne comprenaient pas. Parce que ce n'est pas forcément que les gens étaient d'accord avec tout. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas d'éléments de comparaison. Vous allez prendre quelqu'un de mon village qui votait régulièrement pour tel ou tel parti, tel leader. Est-ce que lui sait ce que le leader de fricoter? Pendant que nos militaires moulaient, lui, il virait 800 millions. Vous imaginez dans des comptes. Pendant que des Maliens mouraient de Covid, des gens sortent l'argent, ils vont prendre dans des caisses et ramener au Mali. Ils se redistribuent. Pendant que les militaires meurent, l'argent qu'il faut pour payer un hélicoptère est récupéré, partagé entre des individus ici. On prend quelques généraux, quelques politiciens, quelques juges, tous ceux qui ont de l'influence, on les corrompt. Et la machine continue. Mais les citoyens qui ne connaissent pas ça, si aujourd'hui on lui explique, il comprend. Pourquoi vous allez lui dire que lui n'est pas pour le changement? Que parce qu'avant il n'était pas là. Le Mali là, c'est pour tout le monde. J'ai dit à tout le monde, le fait de catégoriser les Maliens, on l'a fait pendant 60 ans, ça n'a servi à rien. À chaque étape, il faut juger chacun suivant ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et non ce qu'il a été ou ce qu'il avait fait. Or, nous, on est spécialistes dans ça. Tellement on est spécialistes que les gâteurs d'avant, pour parler trivial, c'est eux qui deviennent les fortes flambeaux du changement. Moi, je regarde souvent à la télé, je vois des gens qui soutiennent la transition, je me mets à rire. Parce que je sais plus ou moins où est-ce qu'ils sont branchés. Ils n'ont rien à voir. Parce qu'au Mali, le président l'a dit l'autre jour, vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez la direction politique du pays. Vous avez le peuple. Ça, c'est peut-être les 90%. Et vous avez les ennemis du peuple. Qui ont toujours des relais dans le pays. L'objectif, c'est de couper le peuple du pouvoir et le déstabiliser. Une fois qu'il est déstabilisé, on le fait tomber. C'est pour cela que tout militaire qu'il est, parce que beaucoup ne comprennent pas que les militaires d'aujourd'hui, ce n'est pas comme les tireurs sénégalais là, qui tiraient pour tuer les gens. Maintenant, il faut les mêmes écoles, les mêmes analyses, sauf qu'ils sont dans la stratégie de la géopolitique. Souvent, nous, on a nos gros diplômes, on ne comprend pas. Donc, le président nous dit, même si l'armée prend tout le pays, si on ne fait pas l'union sacrée des Maliens, changer la mentalité des Maliens, le Marikoura ne verra pas le jour. Il faut un État juste, un État fort, un État qui se fait respecter. Le reste là, il peut y avoir des erreurs. Seul l'homme peut ne pas se tromper. Mais c'est ça la philosophie. C'est comme ça que nous travaillons. Et c'est important que vous le sachiez. Parce que chacun d'entre vous, quand j'ai regardé les médaillés ici, depuis les secrétaires jusqu'aux officiers supérieurs, quand vous regardez leur parcours, vous vous rendez compte que sans eux, on n'aurait pu rien faire. Vous savez, quand les Maliens étaient dans la rue, qu'est-ce qu'ils demandaient? Première instance, sécurité pour le pays. Comme c'est Niedimi Dedo. Tout le monde disait ça, même ceux qui n'y croyaient pas. Mais il n'y avait pas de sécurité. Il a fallu des hommes avec une grande détermination et surtout un sens stratégique et historique et politique de d'où on vient, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons aller. Et un jour, le président m'a dit quelque chose qui m'est resté, ça change complètement ma vision des choses. Parce que moi, chaque fois que je cause avec des partenaires, j'essaie de comprendre leurs leçons. On était là, on parlait tout le temps des M5, les 5 colonels. Le président me dit, vous savez, ceux qui se tuent sur le terrain là, nous commençons 5 colonels, c'est qu'à faire. Je suis allé, je me suis dit, ça c'est très philosophique. J'ai dit à des amis du M5, le Mali, ce n'est pas le M5. Le Mali, c'est tous les Maliens. Il faut leur expliquer. Une fois qu'ils ont compris, il faut faire l'union sacrée. Le M5 seul ne peut pas faire avancer le Mali. Au Mali, chaque fois qu'on gagne, c'est un groupe qui vient, il fait ce qu'il veut jusqu'à sa déchéance. Moi, j'ai vu ici des députés qu'on a mis en prison. On leur a dit de rentrer dans des partis, ils ont refusé. On les a gardés. Après la prison, on leur a dit d'aller à la maison, il n'y avait rien. Certains, je les vois, ils ont été élus avec 4 voix.
Ils siègent à l'Assemblée, on dit qu'ils ont 80%. Est-ce que vous savez qu'il y a un cercle où il y a eu 5 votants? Sur les 5 votants, 4 personnes ont voté pour un candidat, dont lui-même. Donc 3 personnes ont voté pour lui. Il est député démocratiquement élu. Honorable, il a siégé pendant des décennies à l'Assemblée nationale. Et il fricotait avec les ennemis du Mali. Mais on a vu tout ça au Mali. Il n'y a pas un seul homme politique ici, je ne peux pas vous dire tout son parcours politique. Tous les chefs militaires que vous voyez là. Parce que pendant des années, pour comprendre où est-ce qu'on va aller, il fallait comprendre. Voilà c'est dans lequel on était. Et quand le président a dit ça, c'était très philosophique. Et j'ai dit aux hommes politiques, vous savez, il faut qu'on apprenne avec les militaires là souvent. Parce que ça, c'est une leçon. Le Mali, ce n'est pas le M5, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le président. Le Mali, c'est tous les Maliens. Il faut donc faire l'union sacrée maintenant qu'on a éteint le feu de la case. Il faut faire l'union sacrée autour des institutions du président de la transition et de ses collègues. C'est la seule façon pour réussir. Sinon, on va continuer à crier à la victoire jusqu'à la prochaine échec. Deuxième chose, à l'occasion du 22 septembre, moi je voyais les avions survoler et je voyais des chefs d'état-major, des anciens arrêtés, contre lesquels j'étais très coléré parce que je sais ce qui s'est passé avant. Sachant bien que les militaires exécutent, ce n'est pas le militaire qui va acheter les balles. Quand on doit envoyer 200 militaires quelque part, au lieu d'envoyer 200, on envoie 50. Ça, ce n'est pas lui. Les 50, au lieu d'avoir 50 fusils, on donne à 20. Les 20 qui arrivent, au lieu d'avoir des chaînes comme les terroristes, on les donne une cartouche. Ça, ce n'est pas sa faute. Ceux qu'on trouve, on les tue. Et puis, on vient dans les journaux, on paye des gens pour se moquer d'eux. L'objectif étant de démanteler l'estime qu'on a pour l'armée. J'ai demandé à un militaire, j'ai dit, mais ces anciens chefs d'état-major-là, est-ce qu'ils ne sont pas fiers comme nous, comme ça? Vous savez, ce jour-là, le ministre de la Défense m'a dit quelque chose qui est aussi philosophique. Il m'a dit, vous savez, monsieur le Premier ministre, nous sommes tous les mêmes. Ces hommes-là, on les a privés des conditions que nous avons aujourd'hui. Sinon, ce sont les mêmes Maliens. Ça aussi, c'est une leçon de philosophie pour moi. Revenu, j'ai dit à mes camarades, vous savez, les militaires, là, on apprend beaucoup avec eux. Il faut savoir combiner ce qu'on veut et pour qu'on est ensemble. Certains venaient pour avoir des postes, pour avoir des titres, mais j'ai dit aux amis du M5, ils peuvent témoigner, jamais je ne discuterai avec quelqu'un de la finalité de la transition sans se référer à nos partenaires stratégiques. Ce qu'on aura décidé en ce moment, on va l'exposer. Bon, c'est l'année en démocratie, celui qui n'est pas d'accord, il est libre. Mais aller fricoter dans leur dos pour monter un machin politique, on ne le fera jamais. Et lorsque j'ai été coincé ici par les responsables du M5, pour des raisons que je ne dévoilais pas ici, je leur ai dit de se rappeler de cette date-là. La réunion n'a pas duré plus longtemps. Parce que Ouambe Malikola, la deuxième chose que les Maliens ont demandé, c'était la justice, la lutte contre la corruption, les réformes, la nouvelle constitution, la nouvelle république, l'organe unique indépendant de gestion, le pacte social de stabilité. C'est ça les demandes des Maliens. J'ai dit aux gens, est-ce que sur ces plans-là, on a des reproches à faire à cette équipe-là? Maintenant, les problèmes de personnes, les fidèles du premier ont été enlevés, on l'a laissé seul, à Tseka Foyke, il ne peut rien faire. Moi, je reçois plein de gens qui viennent me le dire dans mon bureau. J'ai dit, vous savez, on n'a pas la même lecture. Moi, je ne suis pas venu pour régler des problèmes de personnes. Nenana Maliko de là. Est-ce que Maliko, l'équipe de Hassim l'a échoué? Vous ne pouvez pas me démontrer. Le reste, c'est des problèmes de personnes. Tous les gouvernements auront ça. Sur la durée, moi, je suis convaincu que c'est les valeurs qui vont triompher. Et aussi longtemps que l'armée n'aura pas pris Kidal, je m'interdis tout débat politique. Parce que pendant que les militaires mouraient, nous on était dans des luttes de place ici. Or, quand il n'y a pas de pays, il n'y a pas de place. Et je continue à regarder. Chaque fois que je tire des leçons, j'explique aux responsables du M5. Tout ce que je vous dis là, je le dis à cause de votre niveau. L'État malien, c'est vous. Vous avez vu depuis les plantons,
jusqu'aux officiers supérieurs. Vous travaillez dans une machine, souvent vous ne savez pas ce qui se passe en dessous. C'est pourquoi je rentre dans ces détails. Il dit les militaires. Moi j'ai bien étudié l'histoire. J'ai fait plus de 10 ans en Europe. Je connais bien l'histoire des pays. Ce qu'on veut nous faire apprendre là, c'est pas ça le Mali. C'est notre histoire. On nous la cache. Donc, Angato Malikola, Antora Malikola, qui dans les pays aujourd'hui, j'ai dit aux uns aux autres. Maintenant, on a été le feu. Maintenant, la guerre ne peut pas tout résoudre. Retrouvons-nous, les militaires ont fait leur travail. Le reste de la société, les politiques, doivent faire le travail qui reste. S'ils échouent, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'avant, les conditions n'étaient pas réunies. Vous savez, quand il y a une guerre, tant que vous ne tranchez pas, physiquement, celui qui gagne, il gagne, celui qui perd, il perd. Après, vous réservez les problèmes. Il n'y avait pas de solution. Il fallait un affrontement direct entre l'armée malienne et les ennemis du Mali. Une fois que c'est tranché maintenant, il faut sortir de cette logique belliqueuse et discuter sur le plan politique. C'est à ça qu'on a ouvert aujourd'hui. Tout le reste que vous entendez là, comment vous dire? Quand on a compris tout ça, on a dit le papa là, on leur a dit de quitter. Est-ce que vous savez quand on a dit de quitter, ils ont dit les Maliens là, ils sont trop belliqueux. Ça c'est du jamais vu. D'ailleurs il y a un pays africain auquel on a donné l'autorisation depuis 2018, mais on sait qu'à Foyke, nous ne pouvons sans délai. Pendant 2 semaines, on a essayé de me tirer les verres du nez. Est-ce qu'on va faire oui ou non? J'ai dit, allez écouter notre ministre. Assimi Goïta a réuni ses équipes, il a tranché notre ministre des Affaires étrangères à l'ERA. Il a fait là-bas, d'autres ont tapé des crises cardiaques ailleurs. On a dit sans délai. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, laissez-les, ils font du bruit. On ne quittera pas le Mali. On a commencé à verrouiller. Nous avons dit qu'on va se retirer de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée. Parce que pensez les Africains, vous savez, chez nous, vous les connaissez, vous faites les résolutions, on tapait dans un restaurant, et puis c'est des amis, vous oubliez l'essentiel. Ils étaient habitués à ça. Nous, on n'est pas comme ça. En tout cas, si nous goûtons l'équipe que j'ai qui travaille autour de lui, on ne regarde pas comme ça. On a détricoté les accords de défense. Assimi s'est rendu compte, il n'y a rien qui est favorable au Mali. Tout est pour eux. Même s'ils tuent un Malien, là, on ne peut même pas leur demander. C'est aux Maliens qu'on va demander. On a dit qu'il faut les faire partir. Ils sont allés s'organiser pour nous faire échouer à Ber. Le tournant de Ber était ultra stratégique. Quand l'armée a pris Ber, ça donnait de la colique à beaucoup de gens. Sachant que le point suivant, c'est le nord. On a décidé de révolter la population contre nous. Et des hommes politiques, des journalistes que nous connaissons aujourd'hui, des soi-disant rebelles, se sont organisés avec des forces étrangères pour tuer innocemment des Maliens dans l'hôpital, dans le bateau Tombouctou. Pour tuer les gens à Rarousse, à Gao, pour faire révolter les gens. Ah, à la tête du Mali, il y a des va-t-en-guerre. Vraiment, Mali, il faut la paix. On a fait combien d'années dans ça? Heureusement, les Maliens n'ont pas cédé. Le président a même pris la décision d'abroger le côté festif du 22 septembre. À Gao, c'était un imam qui est sorti le vendredi où ils ont fait exploser la base. Il est sorti dans sa mosquée, il dit au peuple que les rebelles l'entendent. 2023 n'est pas 2013. Ils vont les trouver à Gao. Donc au lieu de paniquer, les populations étaient galvanisées. Finalement, l'objectif retenu, je vous dis, c'est des services secrets étrangers avec des soi-disant CSP ou comment ils se font appeler là. Parce qu'ils disent plus SEMA. Depuis qu'Ayouchi à Berla, on ne parle plus de SEMA. On entend parler seulement de CSP. Ils disent que c'est l'État malien qui a tué des civils. En réalité, nous, on savait. On a pris Anefis. Quand l'armée a pris Anefis, ils ont cru que c'est la blague. On s'est donné rendez-vous à Aguelhok. Aguelhok, où ils ont tué nos parents en 2012 pour nous démoraliser. Vous vous rappelez quand on a tué les militaires?
les Touaregs et les Arabes. On a été les déchirer, les ventre, les égorger pour effrayer les gens. C'était pour nous terroriser. Sinon, quelqu'un qui est déjà mort, qu'on lui ouvre le ventre, qu'on lui coupe la tête. Mais c'est pour un message aux Arabes et aux Touaregs. Ne soyez pas fidèles à cette république-là. Voici ce qu'on va faire de vous. Les autres, on leur a mis une balle dans la tête. Et d'autres pays se vantent qu'ils ont gagné une grande bataille. Il faut qu'on en tienne compte. Est-ce que vous savez ce ministre-là qui a dit ça? Moi, j'ai sa vidéo. Il dit qu'il est venu ici en février 2012. Son dernier voyage, il a dit à Amadou Toumani Touré, il faut donner l'autonomie aux Touaregs si tu veux la paix. Moi, j'ai la vidéo. Voici ce qui s'est caché derrière, en réalité. Tous les brouhahas que vous entendez là, démocratie, élection, des réunions secrètes sont tenues au Sénat, où des gens insoupçonnés, de gauche ou de droite, ont dit qu'il faut diviser le Mali. Moi, j'ai tous ces dossiers. Mais les Maliens ne savaient pas. Donc tout était de la poudre aux yeux. C'est pour cela que, quand on s'est donné rendez-vous avec eux pour prendre les bases de Tessalit, de Kidal, d'Aguelhok, qu'est-ce qu'ils ont fait? On se donne rendez-vous à 8h. On vient à 8h, on nous dit qu'ils sont partis depuis 4h. Et on dit, mais ça c'est quoi? Il dit, non, non, qu'ils soient en insécurité. Vous êtes venus pour sécuriser les gens? Ah oui, Bolika, il faut que vous êtes en insécurité. En réalité, c'est qu'ils ne savaient pas. C'est qu'Assimi Goïta et son équipe ont un coefficient intellectuel qui est largement au-dessus de ce à quoi ils étaient habitués. L'armée malienne a eu Kolochi. Nos services de renseignement les ont vus. Tous les blindés, toutes les armes lourdes, ils les ont transférés aux terroristes la nuit. Grâce à la dextérité des services de renseignement maliens, Oubora, on les a détruits un à un. Ils ont miné Kidal, Kanga Soda Soubebe ça. Kidal a été pris pour le retard de Tchogumina. Fodo Yor sort dans les services secrets étrangers en train de discuter. Voici ce qui s'est passé. Parce que c'est bon que les Maliens comprennent. Il avait été dit qu'on ne va jamais prendre Kidal. Quand Kidal a été pris grâce à Dieu, grâce à l'armée, mais il y a un sommet de la CEDEAO, pas une phrase sur la prise de Kidal. Ça doit donner à réfléchir. Ça veut dire que ceux qui sont à ce sommet travaillent par procuration pour d'autres intérêts. On a pris Kidal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé? D'utiliser les relations internationales pour nous embrouiller, nous tourner le dos. J'ai dit, mais ils n'ont rien compris. Les problèmes qui ont été détruits, cette machine-là, on va la détricoter un à un. Faut Bekabanga Djamanala, qui nous laisse notre pays. Et c'est pour cela que, ne pouvons plus nous attaquer directement, ils sont allés menacer d'attaquer le Niger. Mais nous avons fait entendre, celui qui touche le Niger, il va nous entendre parler. Les Burkina dit la même chose. Et on a mis en garde. On nous a piétinés, mais nous sommes un peuple de guerriers. Celui qui touche un cheveu du Niger, on va lui raser la tête. Et tout le monde est rentré. Finalement, la guerre n'a plus lieu. Maintenant, ils ont mis une nouvelle technique. Il faut les isoler diplomatiquement à travers la CEDEAO. Comme le Mali est fondateur de la CEDEAO, le Mali n'osera pas quitter la CEDEAO. Vous avez écouté tous mes discours d'avant. Parce que la CEDEAO est née ici. C'est Yakubu Gowon, le président du Nigeria, qui a discuté avec le président du Mali, Moussa Traoré, de la nécessité de créer une organisation économique. Quand ils se sont entendus, ils ont démarché les autres chefs d'État. Les Yadema sont rentrés, ils ont pris leur rôle là-dedans. Et Séni Kounti, et finalement, on a créé au Nigeria. Parce que toutes ces organisations sous-régionales que vous avez, le Mali était fondateur. Depuis Modibo jusqu'à une date récente. Donc, on sait, donc pour eux, on ne devra pas sortir. Donc on va faire un plan pour déstabiliser le Niger. Mais nous savons que les balles destinées au Niger, là, ça c'est une première étape. Lorsque la tête du Niger va tomber, les prochaines balles, c'est le Mali. Parce que celui qui pourrait à la base de tout leur malheur, c'est le Mali. Nous avons, avec nos parents, on a dit qu'on ne donnera aucun instrument juridique à quelqu'un qui agit par procuration. On est sorti de la CEDEAO. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va perdre? J'aurai un développement à faire devant toutes les couches du Mali la prochaine fois. Nous avons à gagner plus qu'à perdre. On va le démontrer scientifiquement, économiquement. Et puis la peur ne sert à rien. À force d'avoir peur, on devient lâche.
Il y a des moments où il faut s'assumer. Et puis dans la vie des hommes, tout ce qui vous réussit au début, c'est la douleur. Même pour venir au monde, il faut que maman souffre. Même pour être un homme, quand vous circonscrivez là, il faut que vous souffrez. Tout ce que vous pouvez atteindre dans la vie, c'est après un choc où vous êtes assumé. Donc nous n'avons plus rien à perdre. Cabri mort là, qu'il soit au frigo, ou bien sous les climatiseurs ou sous le soleil, il n'a rien à perdre. Et notre cabri là, il ne va pas mourir. Celui qui va avec son couteau en cantique, on va lui retourner son couteau. C'est pour cela que j'ai mis tout le monde en garde. À Sikasso, j'ai dit tout pays, tout chef d'État qui va s'en prendre à notre pays, à la Tatabolo. L'histoire est longue de ces exemples-là. Moi, je ne vais pas vous citer pour ne pas qu'il y ait des incidents diplomatiques. Tous ceux qui se sont mêlés ouvertement des problèmes du Mali pour les déstabiliser, qu'ils soient de l'extérieur ou bien un fantoche au Mali, à Tchernobyl, qu'on nous laisse en paix. On ne se mêle des problèmes de personne. Qu'on nous laisse tout ça en paix. Chaque fois qu'ils ont des problèmes, c'est chez nous que ça se joue. Et c'est pour cela que quand j'ai regardé le quota de personnes, depuis les secrétaires, les plantons, jusqu'au chef d'état-major des armées, j'ai déjà dit le Django aux militaires. Les juges aussi disent qu'ils veulent monter en puissance. Parce que maintenant, le fait que l'armée monte en puissance, là, même ceux qui ne veulent pas le disent, ils n'y croient pas. Bon, tout le monde veut monter en puissance maintenant. J'ai dit à tout le monde, Beki Jojo là. S'il va amener un officier pour haranguer les foules, mais il va partir, on va mal parler de lui, ce n'est pas son travail. Ou bien vous allez me ramener dans un camp militaire pour dire d'aller faire la guerre. Vous pouvez être sûr que cette guerre est perdue d'avance. Mais si vous avez un militaire aguerri, ça c'est son travail. Beki Jojo, que les plantons amènent les courriers, que les secrétaires dactylographie, que les directeurs réfléchissent. L'armée a une monnaie pour Maliens là. C'est pourquoi je les appelle les monnaies Bodéou. Au début, on parlait des 5 colonels, mais le président nous a recadré. C'est les militaires. Quand j'ai passé le 22 septembre avec des soldats éclopés à vie, pour que nous, on puisse venir parler. Quand vous voyez ça, ça vous donne à réfléchir. J'ai vu beaucoup d'agents du CNT ici. Le Conseil national de transition. Vous savez, le Parlement par nature, tout le monde est libre là-bas. Moi, j'appelle les parlementaires, les députés, les enfants gâtés de la République. C'est dans l'armée qu'il y a de l'ordre. Au Parlement, c'est la liberté d'expression. Mais à un moment donné, il faut trancher. Et je vous ai dit, tout ce que nous faisons, quelles que soient les oppositions, parce qu'à un moment, il y avait des gens qui ont juré que le Premier ministre, là, il faut qu'on l'élimine. Certains sont même allés sur les antennes pour dire que s'il a une once de dignité, il doit démissionner. J'ai dit, mais ce n'est pas son rôle, ça. Malgré ces débats, j'ai dit à tous les proches, j'ai répété au M5, j'ai dit, tout ce que nous faisons, ces personnes ont l'autorisation officielle du Conseil national de transition, qui parle au nom du peuple. Le 3 août 2021. Et ça, c'est le poids de leur chef. Parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas. Il a pesé de tout son poids pour faciliter le travail au gouvernement. Tous hommes politiques qui oublient ça et tu fixes sur les petites querelles politiques entre les gens là, c'est que tu ne fais pas de la politique, tu cherches juste à vivre. Donc je voudrais leur rendre un hommage mérité pour les résultats. Parce que tout ce que je vous explique là, c'est eux qui ont donné l'autorisation officielle. Parce qu'avant qu'on ne venait, il y avait des prémices qui ont fait 2 ans, ils ne sont jamais allés à l'Assemblée. Maximum, celui que j'ai présidé a fait 6 mois, mais ce n'est pas pour s'attaquer au problème du pays. Nous, on a fait 6 semaines. Et le CNT a donné son feu vert. Depuis ce jour, l'engagement qu'on a pris devant eux, j'ai dit, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire, il faut qu'on reste chébillé à ce que leur président a voulu. Donc si nous réussissons aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Premier ministre et son gouvernement, ce n'est pas seulement les gens du M5, c'est l'armée, c'est les Maliens, c'est le Conseil national de transition, c'est son directeur, c'est son chef. Vous savez, nous on a eu des minutes de réconciliation ici. Quand certains se fâchent, on voit le président, nuitamment on change de ministre. Comptez seulement le nombre de minutes de réconciliation qu'on a eu au Mali. On a eu 5, 6, 7.
Moi, dès les premières semaines, il y a eu des avances, qu'il est mauvais, il est ceci. On vient rentrer dans sa vie privée. Parce que vous savez, au Mali, quand on veut discréditer un dirigeant, on veut parler de sa vie privée. On dit qu'il était corrompu. Moi, je suis tellement habitué à ça. Moi, j'étais victime de ça combien de fois. J'ai écouté les gens. Ce qui m'intéresse, je regarde ce qu'il écrit, comme il fait. Donc, j'ai dit aux gens, dire que les ministres de la réconciliation vont changer. D'abord, je ne peux pas le changer, c'est des militaires que j'ai trouvés là-bas. Deuxièmement, je suis son allié. Tant que j'ai la conviction qu'il est sur la ligne du Mali. Toutes ces lettres, je les ai prises ligne par ligne pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on glisse là-dedans. Mais sa carrière de militaire, sa vie privée, ce n'est pas mon affaire. J'ai dit donc, on a eu un ministre de la réconciliation qui a eu une vision stratégique, je dirais même historique. Quand c'est difficile, c'est lui que le président envoie chez des chefs d'État pour parler. Et le reste ne m'intéresse pas. Donc quand je regarde ces militaires avec lesquels on s'est trouvé, moi je ne suis pas venu demander un poste chez quelqu'un. Ce n'est pas les prémices qu'on nomme comme ça, qu'on a pris dans la rue, qui viennent quand on les enlève, ils ne sont plus rien. J'avais mon spécialité, j'ai mon parcours, j'ai mon diplôme, j'ai mes positions politiques. J'ai compris que ces gens-là, c'est une chance pour notre pays. Si jamais par erreur, ils échouent, c'est un échec personnel. Donc, il faut tout faire pour qu'ils réussissent. Toutes les couleuvres là qu'il faut avaler là, même des boas, je les ai avalés. Des gens m'ont amené des preuves, j'ai dit ça là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que des militaires sont en train de mourir pour Kidal? Oui, donc je ne regarde plus rien. Les militaires là, si jamais on les laisse, c'est fini. Bon, bien sûr, il y a des politiciens qui vont parler, oui, ce monsieur-là, il est dangereux, il a des plans, on ne sait même pas, il sait tellement dribbler les gens. Vous savez, les gens les plus bêtes dans la vie, c'est celui qui croit qu'il est le plus malin que tout le monde. Les plus malins, là, c'est celui qui est modeste. Et j'ai dit aux gens, plus on est puissant, plus il faut te réaliser avoir les pieds sur terre. Sinon, tout le monde va vous dire, mais ça, il nous fait comme je vous ai dit. Si la mort vient là, vous allez regarder, il n'y a personne. Hein? Nous, on a déjà vu ça au Mali. Et donc, c'est très clair que la coalition politique, avec ces militaires à travers l'armée, et le degré qu'on a été, je vous ai dit qu'on a éteint le feu aujourd'hui. Le feu là n'était pas éteint. Il y a des débats dans lesquels moi je n'entrais jamais avant. Parce que des gens viennent questionner, est-ce que vous allez prendre Kidal? Est-ce que c'est rétro? Mais quand tu ne crois pas à ça, même le paradis là, si tu veux avoir la garantie que vous allez au paradis, vous n'allez pas à la mosquée. Hein? Il faut prier et vous conduire bien. Maintenant, il y a un paradis là, ça c'est ton affaire. Est-ce qu'on peut donner la garantie qu'on va prendre Kidal avant qu'on le prenne? Mais il faut travailler pour prendre Kidal. C'est un tournant historique. C'est une nouvelle page de l'histoire du Mali qu'on a écrit ensemble. Et quand vous regardez les hommes d'affaires maliens, quand on a voulu nous étrangler ici, avec l'embargo, on a donné 2 semaines pour que l'État malien disparaisse. On dit, voyez, le peuple malien résilient. Mais qui est résilient? C'est le monde des affaires. C'est eux qui ont utilisé leur talent pour faire en sorte que les Maliens ne meurent pas de soif. Que rien ne manque à l'État malien. Les hauts fonctionnaires. Pourtant, apparemment, ils ne sont pas dans la guerre. Mais sans eux, on ne peut pas réussir. Comme j'ai parlé du CNT, j'ai suivi aussi des Maliens de la diaspora. Vous savez, la diaspora, c'est ce qu'on appelle la qualité. Ils ne sont pas trop nombreux, mais leur impact sur les orientations de la transition, c'est inversement proportionnel à leur poids. Ils sont extrêmement puissants. Parce que beaucoup là-bas n'ont pas besoin de prendre leur peu de condiments chez quelqu'un pour donner leur avis. Ils analysent, ils regardent les intérêts du Mali. Et c'est pourquoi leur présence est une chose très utile pour nous. Les autorités traditionnelles, vous savez, depuis 60 ans, ils cherchaient un statut. Assimi Goïta leur a donné un statut. Et aujourd'hui, rien ne se fait sans eux, parce que la société là-bas, c'est là-bas. Et c'est pourquoi leur présence dans les institutions, je m'en félicite et je suis très fier qu'ils aient été décorés aujourd'hui. Vous avez les anciens
Les bénédictions, j'ai dit aux hommes ici, quand on nous parle de VGV, j'ai dit maltraiter une femme, c'est de la lâcheté. Toute femme, c'est ta fille, c'est ta femme, c'est ta mère, c'est ta grand-mère. Maltraiter une femme, c'est de la lâcheté. Et donc, il faut respecter les femmes. Plus une société est épanouie, plus les femmes sont bien traitées. Si nous voulons que le Malikoura réussisse, nous devons respecter les femmes, les faire travailler. Tout ce que nous faisons là. Et c'est pour cela que, quand on les voit dans les manifestations, je vois beaucoup de femmes qui ont été décorées aujourd'hui. J'ai dit, si on ne l'avait pas fait, il fallait le faire. Parce que on ne peut rien faire sans elles. Et aussi, j'ai vu les retraités. Certains ils ont eu beaucoup de décorations. Vous savez, ils ne sont pas une décoration près. Hein. Et les retraités, j'ai dit, c'est lui qui vous met au monde. C'est lui qui vous nourrit. C'est lui qui vous forme. Au lieu de Barkadoï là. Un pays où les retraités sont maltraités ne pourra pas être bien traité. Et donc partout où on parle du pays, il faut que les retraités soient là-bas pour donner leur vie. Et j'ai vu des retraités qui ont été décorés ici. Ils ne sont pas une décoration près. J'ai vu les représentants de nos syndicats. Vous savez, parmi les grandes revendications politiques avant le changement de régime, il y avait la nécessité d'impact social et de stabilité. Parce qu'un militaire au front, dont la mère, la femme, les enfants ne vivent pas tranquillement, il ne peut pas se battre. Il fallait donc créer une atmosphère de calme intérieur au prix de beaucoup de sacrifices. Moi, je sais ce que certains syndicalistes ont abandonné pour pouvoir signer, pour que le monde entier apprenne qu'au Mali, ça va. S'ils n'avaient pas le sens patriotique, le sens de l'histoire, ils n'allaient pas le faire. J'ai dit tout ça, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que notre pays est à un tournant. Vous avez tous été décorés aujourd'hui au nom du peuple. Que chacun parmi vous, dans son entourage, dans sa profession, se pose cette question que le président. Est-ce que Bébi Djoyora là? Béki Djoyora là? Les plantons n'ont qu'à amener les véhicules, prendre les trucs à 5 heures. Les dactylos n'ont qu'à faire pour eux. Les ingénieurs n'ont qu'à faire les calculs. Les hommes politiques n'ont qu'à avoir de la vision. Parce qu'il n'y a pas de vision, on n'ira nulle part. Les militaires n'ont qu'à faire la guerre quand on a besoin d'eux. Et nous restituent. Aujourd'hui, on a confiance en nous-mêmes. Vous savez, une personne, quand tu as confiance en toi, tu peux tout faire. Nous, on avait perdu la confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, non seulement on a confiance en nous-mêmes, les autres ont confiance en nous. Donc je voudrais toutes ces couches-là que j'ai saluées, dont le rôle dans le Malikoura sera déterminant. Chacune de ces couches, on a beau tenir des discours patriotiques, mais si les affaires ne marchent pas dans un pays, les gens ont faim, ils n'ont pas à manger, tôt ou tard, ils vont dire aux policiers, hey, mangandabla, ikakuma kacha. Ne be dumuni de ni bena patriotique ne sans fla que patriotique là, si ça ne connaît be dumuni fait. Donc, il nous faut une vision globale. Et c'est pour cela que tous les hommes politiques, tous les dirigeants qui veulent que le pays avance, doivent comprendre que nous avons besoin, comme je l'ai dit, je le répète, d'une union sacrée de tous les Maliens pour démontrer au monde entier qu'impossible n'est pas malien. C'est sur ces notes-là que je voulais vraiment vous saluer. Le reste du discours, c'est technique. Vous allez aller sur ma page YouTube, vous le verrez là-bas. Mais ce que j'ai dit là, on va le transcrire, sinon ce n'était pas dans un texte. J'ai parlé avec le cœur pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on faisait pendant ces 3 ans-là. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta faisait? Pourquoi il ne parle pas en tout bon militaire? Pourquoi notre ministre de la Défense, je lui dis l'homme tranquille, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi les renseignements maliens surprennent les gens? On nous a fait rentrer des blindés de Libye pour nous piéger, mais ils ont tous été détruits. Pourquoi notre Parlement, malgré la diversité, les adversités entre les gens, sur l'essentiel, on tire dans le même sens? C'est ce qui nous a permis de tenir. Ce n'est pas partout comme ça. Hein. Moi, je connais bien l'histoire des pays. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les Maliens regardent cette équipe de transition. Cette équipe ne peut pas réussir sans vous. Toute l'Afrique regarde le Mali. Tout le monde regarde le Mali. Notre pays doit marquer d'une pierre en or cette grande phase de l'histoire du Mali.
J'ai reçu ici le ministre des Affaires étrangères d'Algérie. Lorsque les messieurs qui nous ont poignardés, on a dit au monde entier qu'ils nous ont laissés en plein vol. En réalité, c'était un diplomatique. C'est de la trahison. Mais comme c'était trop dur, on a dit qu'ils nous ont laissés en plein vol. Mon conseiller m'a dit, mais plein vol là, c'est quoi, monsieur le Premier ministre? J'ai dit, mais quand on est dans un avion, en haut, là, on vient ouvrir la fenêtre, on te dit de sortir. Celui qui te dit ça, il te fait quoi? Il t'a trahi? Il dit, mais ils nous ont trahi, c'est tout. Il dit, il a compris. J'ai dit, donc, il faut que vous compreniez. Ça, c'est politique. Mais après ça, le président algérien qui menace nos autorités aujourd'hui, il a envoyé par avion spécial son ministre des Affaires étrangères dans mon bureau pour exprimer leur fierté que pour une fois, l'Afrique est en train de montrer qui est qui. Quand on s'est séparés, la dernière phrase qu'on s'est dit, c'est que l'homme est né en Afrique. Le berceau de l'humanité, c'est en Afrique. Mais le colonialisme, on va l'enterrer en Afrique. C'est là qu'il y aura le tombeau. L'Afrique, berceau de l'humanité, tombeau du colonialisme. Il est rentré dans son avion, il a salué le président. Quelques heures après, il est retourné. Quand je vois dans les réseaux qu'on nous menace à cause des terroristes qui ont du sang sur les mains, les bateaux de Tombouctou, il y a des gens qui ont assumé qu'on a tué des gens. Vous allez les cacher chez vous et vous nous dites de venir négocier avec un criminel. Vous voyez un officiel malien aller négocier avec un voyou. On ne le fera pas. Mais restez soudés. Si vous nous entendez parler comme ça, c'est parce qu'on a une armée forte. C'est parce qu'on a une population qui comprend. Et l'essentiel, c'est que vous compreniez. Chaque fois que moi je finis mes discours, il y en a qui sont fatigués, à comment vraiment mais là-dedans, il y a à boire à manger. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de plaire, hein, c'est de faire ce qu'il faut faire. Les dirigeants ont passé leur temps à faire ce qui plaît aux gens. Il y en a qui sont dans le dos, moi, je ne suis pas dans ça. Quand vous allez vous réveiller là, vous allez chercher sur les vidéos la partie pendant que vous dormiez là. L'essentiel, c'est que les Maliens comprennent la direction du pays là va où. Quels sont les problèmes qu'il a eu? Pourquoi il faut mobiliser autour de... Parce qu'on est rentré dans une nouvelle phase où la mobilisation de tout le monde est nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup.